Compose, épisode 50. Pour moi, ça n'a pas été un choix, mais pas du tout un choix. Limite, ça a été même violent. Ça a même été violent, en fait. Pour moi, ça a été comme un coming out. Dans le sens où, pendant des années, quand même, j'allais prendre mes cours de danse en soirée. J'ai essayé de rentrer dans des projets, etc. Mais par contre, j'avais un discours extrêmement méprisant par rapport aux artistes pros. Je me disais, faut complètement être fou pour vivre de son art, on est torturé, moi je veux garder ça après journée et avoir un boulot de biochimiste et de chercheur la journée en fait. Et pendant pas mal, je pense que à partir de vers 26 ans jusqu'à mes 28 ans, je pense que j'ai une période un peu ambiguë comme ça par rapport à l'approche de la trentaine. Je suis obligé de me dire que je le vis pas bien et qu'il serait quand même temps que j'accepte un peu que finalement la danse et même l'art en fait à ce moment-là, parce qu'une fois que je rentre dans le milieu de la danse, je me rends compte que il y a pas que la danse en fait, il y a toutes les autres disciplines artistiques autour. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Manu Di Martino, artiste multidisciplinaire. Ensemble, on a parlé de ses études de biochimie, du jeu, la panoplie du parfait petit chimiste offert par son papa, de sa découverte de la danse, du premier cours qu'il a suivi, de sens de la composition par le corps, de l'obsession qu'était la danse, de sa tentative de la rejeter, de son regard critique envers l'art, du cloisonnement du milieu artistique, de vision entrepreneuriale, de réalité virtuelle. Je vous souhaite une très belle écoute. Eh bien, merci Manu d'être avec moi aujourd'hui sur Compose. Merci à vous pour l'invitation. C'est une première expérience radiophonique, si on peut dire. Excellent. Eh bien, je vais te demander d'abord de te présenter de la façon dont tu le souhaites. Ok, me présenter de la façon dont je le souhaite. Je m'appelle Manu Di Martino, je suis liégeois, artiste entre guillemets multidisciplinaire. Un des éléments clés, c'est que j'ai commencé à découvrir la danse à partir de 25 ans et à cette période-là, en même temps, je commence une carrière de chercheur en biologie moléculaire. Donc c'est vraiment une sorte de fracture, ou en tout cas de grand écart entre deux domaines totalement différents. Et donc, à partir de 25 ans jusqu'à mes 30 ans, je suis entre les deux professions, entre guillemets, même si au début, la danse et l'art n'est pas une profession, mais je découvre le monde artistique entre 25 et 30, et à partir de 30 ans, vive l'aventure des artistes. Oui, avant qu'on passe à la danse, justement, pourquoi tu avais des études de biochimie, en fait? Quelle était ton envie? Comment est né ton intérêt pour ce secteur-là? Je crois qu'il y a deux motivations. La première motivation, je pense que, c'est pas une motivation, c'est après, avec l'expérience, je me suis rendu compte que à 18 ans, on sait pas ce qu'on veut faire. Donc moi, j'ai choisi la biochimie et la science par élimination. Je me suis dit, j'ai pas envie de faire du commerce ou de travailler dans tout ce qui était commercial et par rapport à cette dynamique-là. Tout ce qui était littéraire, c'est pas spécialement mon truc. Les maths et la physique, c'était un petit peu trop maths et physique et un petit peu trop high level d'un point de vue logique, on va dire. Et donc, il restait la biologie et la chimie. Donc, je me dis, on va aller vers ces deux disciplines-là qui sont finalement celles où j'ai le plus facile, entre guillemets, quoi. Et alors, il y avait une autre motivation qui était de me dire, moi, j'ai pas envie non plus d'avoir une profession qui reste dans un système, entre guillemets, c'est dû à mon éducation, un système capitaliste où je dois faire de l'argent. Et donc, je me suis dit, mais moi, j'ai envie d'être profitable à l'humanité. C'était un peu une vision utopique des jeunes adultes. Et je me suis dit, la recherche fondamentale, c'est un truc qui paraît super pour être profitable à la société, quoi, en fait. Donc, voilà un peu. Et t'étais déjà un enfant qui avait un attrait comme ça pour la science? Alors moi, j'avais pas spécialement un attrait pour la science, mais je crois que j'avais un papa qui était quand même très très malin quand même et qui m'a mis un peu sur des rails. Donc moi, je me souviens qu'un des premiers cadeaux qu'il m'a offert, c'est la panoplie du parfait petit chimiste. Et donc, à partir de là, je pense que c'est aussi une ambiance familiale. Moi, je viens d'un milieu vraiment à Liège, donc c'est tout le bassin métallurgique et minier. Donc, moi, je suis issu d'une lignée d'anciens mineurs et de métallurgistes. Mais je pense que j'ai quand même baigné dans un milieu où, on va dire, on aimait bien un petit peu chercher. Voilà. Excellent.
Et toi, du coup, tu cherchais quoi comme ça quand tu étais petit? Enfin, une fois que ton papa t'a offert justement cette panoplie, est-ce que tu étais tout le temps focus sur ce jeu-là? Non, mais je me souviens que c'était... en tout cas, j'ai essayé d'expérimenter. Alors, c'est marrant maintenant que tu me poses la question parce que je revisite un peu ce souvenir-là parce que je n'ai pas préparé l'émission. Hein, c'était... Et donc, effectivement, je suis très vite sorti. Je me souviens qu'il y avait un livre avec pas des recettes, mais des expériences, et il fallait suivre une chronologie. D'abord faire bouillir de l'eau, puis enfin, etc., etc. Et moi, j'ai pris le fascicule et je l'ai mis de côté, et j'ai commencé à essayer de mélanger par moi-même des produits pour voir un peu ce que ça faisait. Donc, j'avais un peu tendance à sortir des codes très vite. Et après, à un moment donné, je crois que mon papa m'a un peu rappelé à l'ordre en me disant, mais ne fais pas n'importe quoi dans tous les sens, quoi. Voilà, un peu... l'histoire de la panoplie du parfait petit chimiste. Excellent. Et du coup, les études, comment tu te sens en fait? Est-ce que tu te sens à ta place avant de découvrir la danse? Oui, vraiment, sans problème. Sans problème, j'étais pas spécialement... Moi, j'ai besoin quand même de travailler pas mal. J'ai besoin de travailler beaucoup dehors, enfin, je trouve, quand j'étais à l'UNIF. Mais moi, j'ai perçu ça après avec les années, avec un peu de recul, comme si on m'avait mis au service militaire pour le cerveau. Je pense que j'ai toujours eu une forme d'hyperactivité. Et finalement, les mécanismes biologiques, le cycle de Krebs et la structure de l'ADN et toutes ces mécaniques du vivant, en fait, pour moi, c'était un peu une sorte de grand Lego, même si c'était compliqué parfois d'emmagasiner énormément de matière. Mais je pense que moi, j'aimais bien un peu ce côté mécanique et comprendre à un moment donné qu'une mécanique peut produire un effet. Donc moi, je m'y suis retrouvé totalement, quoi, en fait. Et la danse, comment alors elle est arrivée? Ouais, la danse... la danse, c'est la grande passion, quoi. Comment tu as fait cette découverte, en fait? Alors moi, la danse, ça a toujours... Je pense qu'il y a toujours eu parce que quoi qu'il arrive, je pense qu'il n'y a jamais dans la vie des choses qui nous percutent comme ça d'un coup à l'âge adulte. Je pense qu'il y a toujours des prémices qui sont là dès l'enfance, en fait. Et moi, je pense que depuis tout petit, j'aimais bien danser. Mais je pense que en tant que garçon, en plus, oui, on pouvait un peu danser, mais c'était pas non plus... quelque chose qui était habituel d'aller à la danse, par exemple. Moi, je suis quand même né à une époque où j'ai découvert, quand j'avais 7-8 ans, les premiers danseurs de hip-hop qu'on voyait à la télévision faire le robot, etc. Et je sais que ça m'avait fort percuté, quoi. Donc moi, j'ai toujours été un peu élevé dans cette culture, entre guillemets, urbaine, du graffiti, faire du skateboard, par exemple. Les premiers danseurs qui faisaient le robot, qui faisaient du breakdance. Donc c'est toujours un univers qui m'a fort attiré, qui finalement a formé mon éducation, entre guillemets, culturelle, quoi, simplement, et musicale. Et puis, j'ai toujours bien aimé, quoi. Moi, je sais bien qu'à 16 ans, j'allais voir des concours de danse un peu hip-hop à Bruxelles, mais j'étais un peu un fan, quoi. Et puis, j'essayais de faire des pas à la maison, mais ça n'a jamais été pour moi ça n'a jamais été vraiment quelque chose d'extrêmement passionnel où je me suis dit, c'est ça que je veux faire, quoi. À l'époque, je voulais être champion de skateboard, en fait. Puis après, je suis passé aux arts martiaux. Et mais voilà, la danse un peu urbaine a toujours été un petit peu là sur le côté depuis toujours. Et puis, c'est à partir de 25 ans où, justement, je terminais ma dernière année d'études, ou plutôt vers 24, je ne sais plus exactement, un an après. Et en fait, ce qui s'est passé quand j'ai eu fini mon année d'études, j'avais 1 an de mémoire et j'avais finalement énormément de temps parce que j'étais venu de 6 ans d'études supérieures en tout. Et puis la dernière année, enfin la 6e année, là, en fait, j'avais juste mon stage en labo et puis j'avais beaucoup de temps. Donc d'un coup, il y a eu un genre de vide et j'ai eu besoin de me retrouver une passion et je me suis dit, tiens, la danse, ça a toujours bien aimé. Et à l'époque, c'était mon amoureuse de l'époque, qui est la maman de ma fille, qui avait été suivre un cours de danse. Et je me dis, écoute, je m'ennuie, je vais venir t'accompagner, quoi. Et ça a été... mon doigt s'est pris dans un engrenage ce jour-là. Ça a été fulgurant, en fait. Voilà. Qu'est-ce que tu as ressenti, en fait? Comment tu l'as vécu, ce premier cours? En fait, en tout cas, les premiers cours, je connaissais le prof parce que j'allais voir les concours de danse avant en tant que groupie. Et en fait, très vite, je me suis rendu compte que j'exécutais les pas qu'il montrait. Et je me suis dit, avec un corps, on peut composer des mouvements. Enfin, on peut composer des mouvements, on peut être tous ensemble. Mais là, je l'ai vécu de l'intérieur et j'ai découvert ce sens de la composition par le corps, en fait. Et après, je me suis dit, mais on peut suivre une composition de mouvements, mais je peux en créer moi-même aussi, en fait, en vérité. Et donc, en fait,
cette interrogation-là, ou en tout cas cette révélation-là a fait que je dis ouais, c'est trop génial en fait. Mais je pense que j'ai toujours été amoureux du mouvement. J'adorais faire la sensation du skate dans les skateparks, les arts martiaux aussi, donc le sens du mouvement et de la chorégraphie quand même. Je pense que la danse est finalement un genre de prolongement de cet amour-là en fait. Le mouvement, tu veux dire le voir ou le faire, le ressentir toi-même? Les deux. Et comment t'es passé à la partie plutôt chorégraphe? Comment je suis passé à la partie chorégraphe? C'est compliqué à dire. Moi, j'ai commencé à suivre des cours, et puis à l'époque, c'était des cours un peu commerciaux, entre guillemets, on appelle ça du funk ou c'était un genre de hip-hop commercial, quoi. Street jazz, certains vont l'appeler. Et en fait, très vite, même si j'étais pas très bon, mais comme il n'y a pas beaucoup de garçons à Liège qui suivaient des cours, dès qu'il y a eu un cours à remplacer, on m'a demandé si je voulais pas faire le remplacement, puis j'ai pu commencer à donner des cours. Ce qui, après coup, était, je trouve, quand même un peu... c'est une expérience, mais c'était une erreur en termes de suivi. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on flatte notre ego, on est jeune adulte, on nous propose de donner des cours de danse, on n'est pas très bon, mais ça passe. Et donc, je l'ai fait. Et donc, c'est après que j'ai arrêté de donner cours pour me focaliser vraiment sur des notions techniques, des notions de réel pédagogue. Donc, voilà, en gros, quoi. Et donc, ça t'a pas donné de la confiance, positivement, ça t'a pas donné de la confiance de te dire mon prof me choisit pour donner cours? Ou finalement ça... Non, mais c'est vrai que je m'en suis très vite très bien sorti les premiers cours. J'ai vu que ça passait, mais moi j'ai pas du tout calculé que je m'en sortais bien. Moi, je suis rentré dans quelque chose qui était extrêmement obsessionnel et compulsif. Et comme je me suis toujours dit, je découvre ça tard, et à un moment donné, c'est devenu totalement boulimique, quoi, en fait. Et alors, il y a eu un deuxième élément, et j'en parlais tout le temps, et en plus, je connais bien la chorégraphe qui a fait ça, qui n'a pas continué dans la danse, mais qui était extrêmement bonne chorégraphe. Et en fait, c'était une chorégraphie, je commençais ma première année dans une école de danse, j'avais refusé de faire le spectacle, parce que je dis, moi, je suis là pour apprendre, j'ai pas envie de danser sur scène, j'avais pas ce besoin-là. Et donc, je suis spectateur, et alors, il y a une chorégraphie où tu as des danseurs qui arrivent à 3, et ils ne bougent pas les pieds. Ils ont les pieds fixés dans le sol, et ils ne font que des combinaisons de bras sur une musique un peu trance, comme ça, électro-trance, un peu hypnotique. Et alors, la chorégraphie commence d'abord en solo, puis la chorégraphie se répète à 3, et puis il y a une dizaine de danseurs qui rentrent, qui refont la même chorégraphie plus complexe à 10 danseurs. Et il y a une quatrième étape où ils se dispersent dans le public, en fait. Et ce jour-là, en fait, je m'en suis rendu compte après en discutant, j'ai vécu une forte expérience hypnotique, parce que je me souviens que je me suis accroché à mon siège, et quand ça s'est terminé, j'ai eu une forme d'amnésie. Je ne me souvenais plus exactement ce que j'avais vu. J'avais des sensations, j'avais des images, j'avais été un peu choqué, limite. Et je sais qu'en rentrant, c'était la première nuit où je suis resté les yeux grands ouverts toute la nuit. Et non pas parce que j'étais en stress ou quoi que ce soit, c'est parce que j'avais eu tellement d'images et j'avais vécu une expérience tellement puissante que ça m'a fait faire ma première nuit d'insomnie en fait. Et je pense que ça a été l'élément clé. Je me suis rendu compte que ça appuyait cette vision-là, que pour moi la danse touche les états modifiés de conscience. Quand on fait un battle de danse, quand on regarde les derviches tourneurs, quand je vois du skateboard, parce que j'en parlais avant, pour moi la danse, la regarder et la pratiquer, pour moi ça touche aux états modifiés de conscience. Donc voilà un peu, en tout cas c'était un élément vraiment flashant pour ça, quoi. Donc, Et ça, tu t'en es rendu compte plus tard que finalement tu as vécu une hypnose? Ouais, c'est plus tard. Sur le moment, si, je voulais reproduire ça, donc j'ai vécu l'expérience, je me suis engouffré un peu dans ce genre de démarche, et en la vivant et en la essayant de la composer. Et puis c'est après coup, c'est suite à ma conférence TEDx en 2018, qu'il y a une anesthésiste de Bruxelles qui vient me trouver, qui me dit toi, en fait, les états modifiés de conscience, t'es shooté à ça, tu dois vraiment continuer là-dedans, d'autant plus que t'as un passé de scientifique et t'as fait de la biologie moléculaire. Donc elle dit, toi, le côté neuro, et finalement, cette connexion avec la science et la danse, en fait, elle est dans les états modifiés de conscience, en fait. Ah, c'est fou.
Et tu parles beaucoup du fait d'être un garçon qui fait de la danse. Comment justement comment tu le ressentais auprès de tes amis? Est-ce que c'était mal perçu entre Non, guillemets? pas Est-ce qu'on du te tout. jugeait? Non, pas du tout, parce que là, j'avais la vingtaine, donc j'avais pas de problème par rapport au fait que ce soit un garçon qui fasse de la danse et que ça soit automatiquement peut-être avec une connotation d'homosexualité. Pas du tout, en fait. La preuve, c'est quand je suis rentré dans le milieu de la danse et que j'avais 25 ans, finalement, j'avais pas mal de professeurs qui étaient gays. Et je me suis rendu compte, finalement, j'ai découvert la communauté gay aussi, et je me suis dit, mais en fait, ils ont une créativité, cette communauté-là, que les hétéros n'ont pas, par exemple. Donc finalement, ça m'a permis justement d'ouvrir un peu les portes, quoi. Ouais, ça t'a ouvert aussi à d'autres mondes et à d'autres... Ouais, totalement, bien sûr. Excellent. Et comment ça évolue? Comment tu te dis que la danse, finalement, ça va devenir aussi quelque chose que tu vas mettre dans ton métier? Alors, chaque fois, c'est vrai, et je l'ai vécu comme ça, après, je l'explique un peu en mode storytelling, mais pour moi, ça n'a pas été un choix, mais pas du tout un choix. Limite, ça a été même violent. Ça a même été violent, en fait. Pour moi, ça a été comme un coming out, dans le sens où pendant des années, quand même, j'allais prendre mes cours de danse en soirée. J'ai essayé de rentrer dans des projets, etc. Mais par contre, j'avais un discours extrêmement méprisant par rapport aux artistes pros. Je me disais, faut complètement être fou pour vivre de son art, on est torturé. Moi, je veux garder ça après journée et avoir un boulot de biochimiste et de chercheur la journée, en fait. Et pendant pas mal, je pense que à partir de vers 26 ans jusqu'à mes 28 ans, je pense que j'ai une période un peu ambiguë comme ça, par rapport à l'approche de la trentaine. Je suis obligé de me dire que je le vis pas bien et qu'il serait quand même temps que j'accepte un peu que finalement la danse et même l'art, en fait, à ce moment-là, parce qu'une fois que je rentre dans le milieu de la danse, je me rends compte qu'il n'y a pas que la danse, en fait. Il y a toutes les autres disciplines artistiques autour. Donc, t'essayais un peu de rejeter ce côté artistique en toi? Ouais, enfin, en tout cas, j'étais pas en accord avec ça. Parce qu'en fait, ça devenait tellement obsessionnel que je me suis dit, mais il y a un bug quelque part, en fait. C'est pas juste une passion après journée. C'est quelque chose qui dépasse ça, en fait. Mais c'est pas un choix. Parce que je pense que même jusqu'à mes 35 ans, j'ai eu plusieurs périodes de légères fractures où je me suis dit, mais j'arrête tout, je vais faire prof de bio, et puis... Donc pour moi, j'ai un ami en fait qui est artiste et qui l'est depuis bien plus longtemps que moi, en fait. Et donc c'est ça qui est bien, parce que j'ai une vision finalement sur le milieu artistique en tant que monsieur et madame tout le monde, limite avec même un regard méprisant sur les artistes et aussi intrigué. Mais après, en le devenant plus tard, en fait. Donc, j'ai un peu abordé le milieu artistique avec déjà une structure psychologique et une maturité qui était déjà formée, en fait. Et donc, j'ai vu finalement le shift entre les deux. Et mon pote me disait quand il était jeune, et je le comprenais pas, il me dit, mais Manu, j'ai pas le choix qu'il fait. Il fait, c'est pas un choix. Il dit, j'ai pas choisi, c'est pas... voilà, en gros, l'histoire jusqu'aux 30 ans, quoi. Et comment le vivait justement ta famille, qui t'a vu évoluer dans les études scientifiques et voilà, t'avais ta place, etc. Comment ils vivaient le fait que t'étais dans la danse aussi? Moi, à l'époque, j'étais avec la maman de ma fille, donc qui m'avait connu en tant que étudiant en biochimie. Et puis, elle m'a vu à un moment donné avoir ma fracture, etc. Donc, dans notre relation, c'est vrai que ça a été quand même... on a dû travailler là-dessus, en fait, quand même. Et par rapport à mes parents, la famille, en fait, ils ne m'ont rien dit, mais par les non-dits, eux, ils étaient persuadés que je faisais une crise d'adolescence, en fait. Ils se sont dit, non, il pète un plomb, il y a un truc qui va pas, en fait. Mais en même temps, je me dis, ils ont peut-être pas tout à fait tort, parce que j'ai pas souvenir d'avoir fait une crise d'adolescence identitaire ou haute en couleur aux alentours de 14-15 ans. Et je dis ça des fois avec humour, mais je pense qu'il y a une part de vérité. J'ai peut-être fait une crise d'adolescence tardive, en fait. Ou en tout cas, il y a eu un effet de révélation, peut-être en décalage par rapport à une évolution d'une personne, quoi. Et ouais, du coup, ils te soutenaient pas du tout dans cette démarche? Non, je pense qu'ils étaient interpellés. Oui, ils étaient interpellés. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'il fait, en fait? Ma maman aussi, parce que voilà, la maman, elle aimait bien la danse, elle aimait bien la musique. Et elle voyait son fils un peu sur scène au spectacle de fin d'année. Donc, elle était fan, quoi, d'office. Mais sinon, hormis ça, pour le reste, c'était plus... mais qu'est-ce qui lui prend, quoi, en fait? Voilà, simplement... Et ça ressemblait à quoi, du coup, ton quotidien? T'étais chercheur la journée et danseur la nuit?
Non, ça, c'était assez marrant parce que donc moi, j'étais chercheur entre 29 et 30 ans. Donc après, je fais une pause carrière, mais en fait, c'était une transition professionnelle. Et comme je travaillais sur un sujet de recherche dans un laboratoire universitaire, c'est vrai que les horaires, on finissait jamais à 19h. Donc en général, à partir de 17h, j'avais du temps libre. Et donc, je partais dans les écoles de danse prendre mes cours ou en donner, en fait. Voilà. Alors c'est marrant parce que pour moi, c'était un peu, il y avait je vais pas dire que j'étais honteux, mais un petit peu quand même de dire à mes collègues chercheurs en génétique que moi, je faisais des cours de danse, quoi. En fait, pour moi, il y avait un truc et je me cachais, en fait. Ah, oui. Je ne le disais pas. C'était marrant parce qu'à l'époque, j'avais eu, après justement 2 ans de danse, c'était super. J'avais pu faire des plateaux TV. C'était l'émission Pour la gloire, en fait, qui était un peu la version de The Voice antécédente. Et j'étais paniqué parce que j'avais peur que mes collègues me voient, en fait. Mais bon, mes collègues n'ont jamais regardé Pour la gloire, donc c'est passé crème à l'époque, quoi. Mais je sais que j'étais pas à l'aise par rapport à ça, en fait. Et pourquoi t'étais pas à l'aise? Enfin, qu'est-ce qui faisait qu'il y avait cette honte? Je pense que c'est moi qui n'assumais pas une perception de ce qu'est être danseur ou prof de danse ou chorégraphe ou artiste, quoi. Moi, je pense que c'est moi qui avais encore un accord à régler avec moi-même, quoi. Simplement. Et est-ce qu'à ce moment-là, il y avait aussi peut-être une crainte sur l'aspect financier de passer justement du domaine de la recherche à non, parce que ça, un statut d'artiste? On va dire ces questions qui étaient finalement angoissantes quand même sont arrivées quand j'ai accepté, c'est-à-dire vers 29-30 ans en fait. Donc ça parlait de 30 ans que là j'ai dû gérer une autre vague en fait. Mais voilà, en gros. Tu peux nous expliquer justement cette vague? Ah, cette vague-là, ouais, c'est vrai que pour moi, ça a été assez compliqué. Il m'a fallu quelques années pour pouvoir... je me suis toujours débrouillé quand même. Parce que c'est l'avantage de faire de la danse un peu urbaine. C'est que c'est quand même une grande chance par rapport aux comédiens. C'est qu'il y a énormément d'écoles de danse privées dans lesquelles on peut donner des cours. Donc d'un point de vue alimentaire, même si on n'est pas chorégraphe, créateur ou qu'on n'est pas dans une démarche d'art contemporain, etc. Malgré tout, ça permet de faire de la danse et d'être payé pour, même si c'est du professorat. Donc voilà, entre guillemets, j'ai jamais vraiment senti de gros gouffres financiers, même si ça n'a jamais pas toujours été facile. Mais effectivement, moi qui venais d'une éducation où on m'avait finalement aiguillé vers des études quand même de haut niveau universitaire, j'ai travaillé comme chercheur dans un labo, et à partir de 30 ans, l'avenir devient incertain. Effectivement, c'est assez anxiogène. Donc, j'ai dû travailler sur moi pour pouvoir... Mais en même temps, comme je disais tout à l'heure, c'était tellement obsessionnel et inévitable que c'était comme ça, quoi. Et est-ce qu'il y a eu un déclic, vraiment? Un moment où tu t'es dit... Maintenant, je vis à fond cette obsession pour la danse? Oui, parce que j'ai vu que j'en souffrais, en fait. Ah oui. J'avais un peu une souffrance. Ça veut dire que... à un moment donné, je me suis dit, écoute... il va falloir que tu acceptes un peu que ce que tu critiquais il y a 3 ans, c'est ce que tu es. Voilà. Et comment tu l'as vécu? Ça a été, entre guillemets, facile une fois que tu t'es dit il faut l'accepter? J'étais déjà dans un process, quoi. Donc, j'étais déjà dans un process et donc, je sais que moi, j'avais terminé mon contrat à l'Université de Liège sur un projet de recherche et je pouvais quand même, malgré tout, rédiger une thèse de doctorat. Et donc, comme à ce moment-là, j'étais demandeur d'emploi, mais comme j'avais travaillé pas mal d'années, je pouvais garder mon statut encore un petit moment. Je donnais des cours en tant qu'indépendant complémentaire, donc c'était finalement un bon équilibre. Et donc, je dis, je vais rédiger ma thèse de doctorat, mais je l'ai jamais faite. J'ai téléchargé un programme de montage vidéo. Je me suis mis à faire de la vidéo à la place, quoi. Et puis, c'est reparti, quoi. Oui, j'allais justement y venir à ça. T'as découvert du coup un autre aspect d'un milieu comme ça, créatif, artistique, le montage vidéo. Comment c'est venu en fait ça? Comment c'est venu? C'est parce que moi, très vite, moi j'ai compris que la vidéo était une extension de la danse. Ouais. Pour moi, de la vidéo et du montage vidéo, c'est de la chorégraphie. Puis je me suis dit, on peut filmer des danseurs et sans avoir 10 danseurs avec un banc de montage, je peux les multiplier sur mon écran. C'est une fameuse économie et surtout, il y a moyen de faire des compositions chorégraphiques avec la vidéo en fait. Donc moi, la vidéo, je l'ai utilisée très vite, ou je l'ai vue très vite comme un outil
comme un outil chorégraphique, en fait. Des simulations chorégraphiques, en fait, simplement. Donc, je me suis jamais reconnu comme vidéaste, mais plutôt comme un chorégraphe qui utilise la vidéo pour en faire des compositions. Et à ce moment-là, tu filmais quoi, du coup? Je me filmais moi-même, quoi. Je me filmais moi-même, et puis j'essayais de faire des multiplications de personnages. J'avais eu un projet aussi un peu événementiel où j'avais pu filmer aussi d'autres danseurs pour faire un peu de montage. Après, c'était beaucoup d'expérimentation, quand même. Et tu montrais ces vidéos à quelqu'un? Tu les diffusais? Je ne sais plus si... ça, je pense que j'ai commencé à faire de la vidéo. On est quand même en 2004, 2005. Donc, non, de là à les diffuser sur... je pense qu'il n'y a pas de réseaux sociaux en plus, ou très peu. Donc... non, je le montre à des amis, donc il n'y a pas de diffusion, réellement, en fait. C'est plus tard que ça vient, ça. Et comment ça vient, oui? Je vais dire que le premier projet, on va dire vraiment visible et reconnu comme pièce chorégraphique, c'est en 2010. Donc, c'est le Théâtre de Liège qui cherchait une pièce d'un jeune chorégraphe liégeois. Et donc, ils m'ont demandé... J'étais en train de travailler sur une création avec 3 autres danseurs. Et il me demande si j'ai pas un truc de près pour être programmé à Pays de Danse, en fait, en tant que jeune chorégraphe. Et donc là, ce que j'ai fait, ils nous ont proposé ça quelques mois avant le festival. Et moi, j'avais toujours voulu faire de cette pièce chorégraphique. Mais là, on avait juste le matériel chorégraphique, même sans lumière, sans éclairage, sans scénographie. Donc juste les mouvements, en fait, et la composition. Et je me suis dit, j'aimerais bien en travailler une version vidéographique, avec de la vidéo. Et donc, quand ils ont proposé la programmation, je me suis dit, en fait, c'est très simple, je vais filmer, on va dire, le spectacle ou les chorégraphies en plan fixe. Et puis après, je vais faire tout un travail de traitement vidéo. Et puis, en fait, je vais remettre le projecteur vidéo au même endroit que l'endroit où j'ai filmé. Et je vais reprojeter, on va dire de façon superposée parfaitement, les danseurs sur les danseurs. Et c'était le seul poids lumineux, en fait, et le seul éclairage sur scène, en fait. Donc, il y avait et la projection vidéo et la danse en même temps, en fait. Et ça n'a pas trop mal marché, c'est assez cool, quoi. Excellent. Comment t'es venue cette idée? Parce que c'est quelque chose qu'on voyait pas beaucoup à l'époque, j'imagine, ce genre de vidéo chorégraphiée, justement. Ouais, alors d'où vient l'idée? J'en sais strictement rien, quoi. À ce moment-là, je travaillais avec l'ami qui était artiste avant moi et qui, lui, était vidéaste. Et je pense qu'à la base, l'idée venait de lui de dire « Ah tiens, on projetterait bien un corps sur un autre corps. Ouais. » Mais moi, je faisais des expérimentations aussi de mon côté. Donc, l'idée est venue un peu de ce brainstorming-là en commun, quoi, en fait. Mais c'est vrai que moi, j'ai toujours travaillé sous forme de contraintes très obsessionnelles. Ça veut dire que, par exemple, mes spectacles, à ce moment-là, il n'y a pas de création lumière. Je vais jamais utiliser les ponts lumineux avec une création lumière classique. Ouais. En général, je mets toujours un projecteur vidéo au sol qui est la seule source de lumière. Donc, la projection vidéo la vidéo est en même temps une création lumière, une création chorégraphique et de la vidéo, quoi, en fait. Oui, tu le disais, c'est dans ton TEDx, justement, que pour toi, la contrainte rendait créatif. Je pense que c'est pas pour moi, je pense que c'est une règle de base pour la créativité, en fait. C'est la contrainte qui rend créatif, parce que je pense que on vit dans un monde complexe, on a un cerveau extrêmement complexe, donc si on dit tu fais ce que tu veux, on fait rien, en fait. On est obligé d'avoir une forme d'aiguillage, et la contrainte fonctionne très bien, quoi. Ah oui. Et tu disais aussi que pour toi, c'était important de toujours... dans le mouvement, dans les chorégraphies, c'est vraiment trouver une narration. Tu veux vraiment construire une histoire. C'est une histoire que tu racontes, en fait, quand tu performes. C'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse. Justement, moi, comme je suis arrivé j'ai toujours voulu... Même si j'adorais la danse urbaine, moi, je ne comprenais pas pourquoi il existait des ballets classiques, des shows de danse hip-hop et des pièces chorégraphiques contemporaine. Je n'arrivais pas à comprendre ce système de cloisonnement, en fait. Moi, je venais de la biochimie. Je me dis, je vais rentrer dans le milieu artistique où tout est décloisonné. Et en fait, ça a été un peu frustrant au début, parce que je me suis dit, non, en fait, le milieu artistique est extrêmement cloisonné. Et donc... dans quel sens? Par exemple, moi, quand j'ai découvert la danse, il y avait des ballets classiques, il y avait des shows de danse hip-hop, et il y avait pas beaucoup d'hybridation entre les deux, même en termes de format. Et quand j'ai voulu je me suis intéressé plutôt aux démarches contemporaines, qui pour moi étaient plutôt quelque chose de beaucoup plus large. Je me suis dit, non, c'est pas large, parce qu'on me parle de narration, on me parle de mise en scène, on me parle d'entrée-sortie,
c'est sur une scène de théâtre. Et moi, je me dis, mais moi, la danse, c'est le mouvement, c'est pas une pièce de théâtre. Et surtout, je pense en Belgique, il y a une grande tradition de danse-théâtre. C'est-à-dire que c'est un truc dans lequel je me reconnaissais pas, où pour moi, la danse était phagocytée par une démarche théâtrale et vice-versa. Et la danse en tant qu'expérience, parce que pour moi, je parle plutôt d'expérience, n'existait pas en tant que telle, quoi. Et moi, je n'ai jamais voulu raconter d'histoire. J'ai toujours voulu projeter des images qui sont inconscientes ou des concepts, un peu comme un chercheur qui met plusieurs ingrédients à table et qui se dit on va essayer de composer, faire des expériences et voir ce que ça donne. Et pour moi, c'est pas qu'il n'y a pas de narration, mais pour moi, la narration, c'est un peu comme le concept des tâches de Rorschach. C'est-à-dire que le concept des tâches de Rorschach, c'est que ça doit raconter une histoire. Mais pas a priori, mais a posteriori. C'est-à-dire que c'est normalement le spectateur qui doit y projeter. Donc pour moi, le but n'était pas de faire un truc totalement abstrait et froid, mais de faire, un concept visuel et chorégraphique dans lequel le public pouvait se raconter des histoires, en fait. Ah ouais. Et justement, quels sont les premiers retours que tu as eus comme ça du public quand tu as présenté tes propres créations ? En général, ils étaient assez bons, quoi. Les retours étaient assez bons, mais c'est vrai qu'au début, moi, j'avais tendance un peu à pas faire tourner mes projets. Je faisais la pièce une fois, et puis après, je connaissais pas trop le milieu dans lequel j'étais, donc j'étais très mauvais en diffusion. J'avais envie de faire autre chose ou une autre opportunité, puis je partais sur un autre projet, en fait. Donc ça a été l'avantage et l'inconvénient, c'était d'avoir un côté extrêmement ouvert d'esprit, mais en même temps extrêmement dispersé, finalement, en fait. Et il n'y avait pas une frustration quand même de faire ça qu'une seule fois et après de passer à autre chose ? Si, oui, bien sûr. Bien sûr. Sur le moment même, non, parce qu'on est dans la vague, en fait. Mais après coup, moi, j'ai toujours eu cette impression-là, même quand je suis passé de la biochimie à la danse, déjà, c'est comme si j'étais télescopé dans un village où je ne connaissais pas les us et coutumes. Mais même dans mon parcours artistique, je me retrouvais, par exemple, pour ma première pièce chorégraphique à Pays de danse au Théâtre de Liège. Mais même à ce moment-là, je connais pas du tout le milieu. J'arrive, je sais pas comment fonctionne une diffusion, une demande de subvention. Je sais pas comment on rédige correctement un dossier avec les us et coutumes du milieu dans lequel nous sommes. Et finalement, toute ma carrière, ça a été que ça, en fait. Je fais un projet, et puis finalement, je me retrouve dans un autre milieu où je dois découvrir les us et coutumes et y faire en même temps un projet. Alors, d'un côté, c'est flatteur parce que j'arrive dans un milieu où on attend quelque chose de moi, mais je connais pas ce qui se passe, quoi. Donc voilà, en gros, ce que j'ai vécu, voilà. Et du coup, ça t'a aidé d'être curieux, d'avoir envie d'apprendre, de découvrir de nouvelles choses. C'était un peu un moteur aussi, ça, cette découverte constante, quoi, dans ce nouveau milieu que tu découvrais. Moi, j'ai mis du temps quand même à comprendre que finalement, j'avais quand même une démarche de chercheur en biochimie, mais dans le milieu artistique, et j'ai mis beaucoup de temps. Et alors, c'est vrai que moi, j'ai eu tendance à avoir plutôt les difficultés à me dire que finalement, j'arrive pas à me calquer ou à me caler dans un secteur où il y a quand même des codes. Parce que j'avais cette utopie-là de me dire, non, moi, je suis dans le milieu artistique et tout le monde peut aller partout, quoi. Ce qui n'était pas le cas du tout, en fait. Donc voilà. Et comment t'as appris comme ça les codes et appris que tu pouvais être toi, finalement, dans ce milieu, que tu n'avais pas besoin de te conformer? On en revient un peu à c'est quoi la créativité, par exemple. Et moi, je sais que finalement, j'avais un peu... Automatiquement, je partais dans des phases un peu de dispersion. Par exemple, mon premier projet était en 2010 avec de la vidéo. En 2011, je ne le diffuse pas, je me mets à faire de la photographie en longue pause, mais qui est quand même un projet chorégraphique. Et donc, je me rends compte que je pars un peu dans tous les sens. Arrivé à un certain niveau, quand on fait le bilan, on se dit c'est la catastrophe parce que rien n'est abouti et tout est parti dans tous les sens. Mais par exemple, 3-4 ans plus tard, je me suis rendu compte qu'en fait, cette phase de dispersion-là, en travaillant dessus, en fait, on repasse par une phase de condensation. Donc, on arrive à associer tous ces éléments-là. Et je pense que c'est le propre de la créativité, d'avoir des phases de dispersion qui peuvent être parfois troublantes, excitantes, mais aussi parfois douloureuses. Et on découvre plein de nouvelles choses, mais finalement, on n'en fait rien de très concret. Et puis, je pense que l'étape d'après, c'est de recondenser tout ça. Et je pense que tout mon parcours créatif est comme ça. C'est des phases de dispersion, des phases de recentralisation, on va dire, des idées et des techniques également, en fait. Et tout ça, t'arrivais à le faire tout seul ? Ou t'avais besoin justement de personnes extérieures, de collaborer avec d'autres personnes ?
C'est un petit peu entre les deux, parce qu'on parlait de Milena tout à l'heure. Effectivement, moi, travailler avec une danseuse contemporaine qui avait un parcours professionnel, ça m'a donné confiance, mais ça m'a aussi sorti de ma zone de confort et ça m'a donné quelques codes en termes de danse contemporaine. Et puis après, j'avais tendance à vouloir tout faire tout seul quand même, vidéo, la performance, etc. Il y a quand même eu une évolution où à un moment donné, de par une commande, j'ai dû ne pas danser et j'avais décidé d'arrêter d'être performeur. Parce que comme j'avais commencé tard et que c'était pas non plus moi, j'ai jamais eu le besoin absolu d'être sur scène et d'être performeur, pas du tout. Mm-hmm. Si j'y suis, c'est bien. Si je suis pas, c'est pas très grave non plus. Et donc, à un moment donné, j'ai pu travailler avec 2 super breakdancers, en fait. Et là, comme on n'avait pas la même gestuelle, j'ai dû faire le travail de chorégraphe, comme je dis, entre guillemets, contemporain. Ça veut dire que je peux pas faire des mouvements. Je suis obligé de dégouiller les danseurs avec qui je travaille. Et finalement, ce changement de configuration-là m'a amené à acquérir des nouvelles compétences, en fait. Mm-hmm. Donc, voilà, en gros. T'as l'impression d'avoir vraiment beaucoup appris après ta découverte de la danse et jusqu'à aujourd'hui, t'as vraiment beaucoup appris? Je sais pas si je peux répondre à la question aujourd'hui. Je pense qu'il va falloir encore un petit peu de temps avant j'ai encore l'impression en phase d'exploration. Peut-être que ça s'arrêtera jamais. C'est pas ça le principe aussi de la créativité et de la création, c'est de toujours explorer? Oui, bien sûr. Ouais, pour moi, la recherche est permanente, en fait, automatiquement. Donc, maintenant, ce que j'ai beaucoup appris, moi, en fait, je suis quasi sûr que si j'étais resté dans un milieu de scientifique, je pense que je ne me serais jamais connu. Je n'aurais jamais su qui j'étais. Et que c'était la voie que je devais suivre pour me challenger, de sortir totalement de ma zone de confort maintes fois, pour finalement un peu trouver ce qui m'animait au fond de moi, en fait. Mm-hmm. Voilà. Qu'est-ce que tu dirais, du coup, au toi, plus jeune, ado, si tu pouvais lui transmettre un message? Ça, c'est la question terrible, terrible. Bon, j'y étais préparé en plus. Mais qu'est-ce que je lui dirais? Je lui dirais, tranquille, ça va aller, quoi. Ça va aller. Parfois, tu vas. Ou alors, je lui dirais, écoute, la vie et ton parcours professionnel, ça va être de jolies montagnes russes avec beaucoup de sensations, beaucoup de surprises, de découvertes, de frayeurs, de moments d'euphorie et fonce, quoi. Voilà. Mm-hmm. Et toi, tu te sens bien dans cette vie-là? Ouais, à fond. Je me suis pas toujours senti bien dans cette vie-là. Il a fallu le temps de s'accepter et tout. Comme moi, j'ai une fille qui a 15 ans et si elle écoute l'émission, je l'embrasse très fort. Voilà, c'est le moment de lui dire, ouais, bien sûr. Oui, c'est important de lui montrer justement que c'est possible de suivre justement sa passion, de suivre sa créativité, d'explorer tout ça. C'est important de lui montrer cet exemple. Elle est née dedans en fait. Je pense que c'est une des personnes qui me connaît le mieux, quoi. Mais je pense que c'est vrai que si jamais elle me dit papa un jour je veux devenir artiste ou être dans un milieu créatif et tout, mais elle sait très bien comment ça fonctionne, j'ai pas besoin de lui dire, mais c'est vrai que je lui dirais fais du NIF, c'est plus simple, quoi, c'est beaucoup plus facile en fait. Mais la différence qu'il y a, c'est vrai que dans un milieu d'artistes, mais je pense que chez les entrepreneurs, les startups et le milieu de l'innovation en général, qui est un peu des genres de ruée vers l'or comme ça, je pense que le problème et l'avantage, c'est que quand j'étais à l'UNIF et que je travaillais dans un laboratoire, c'est qu'on a toujours des signes positifs, négatifs. On va passer un bilan, on a 12 sur 20 ou on a 4 sur 20. Donc on a toujours des signes vert rouge extrêmement objectifs. Donc c'est assez confortable pour avancer dans la vie, d'avoir des signes vert rouge. Ce qui a été très troublant dans un milieu créatif et artistique, c'est que tous les signaux vert rouge sont plus du tout fiables. Parfois, on va nous dire « Ah, mais t'es bon, viens donner cours », alors que t'es pas bon. Parfois, on va dire « Ce que tu fais, ça m'intéresse pas et c'est pas très waouh », alors que finalement, c'est une idée incroyable. Et donc, il n'y a pas de code. Donc ça, c'est vrai que c'est le côté beaucoup plus nébulaire, en fait, dans le milieu qui est d'un côté génial et d'un autre côté qui n'est pas très rassurant non plus, quoi. Oui, du coup, il faut un peu plus se faire confiance à son instinct aussi. Ouais, faut faire confiance à son instinct. Puis si moi je devais dire un truc, c'est vivez des échecs à fond, quoi. Vivez des échecs et c'est tout à fait normal, échec-erreur, quoi. Voilà, enfin échec-erreur, non, réussite-erreur et alterner ça, voilà, c'est comme ça que la vie se passe, quoi. Le nom de ton projet, du coup, c'est Ocus Lab. T'as voulu garder l'aspect lab
pour tout cet aspect expérimentation et pour peut-être un clin d'œil aussi à ton métier d'avant? Ouais, Ocus Lab, le lab, il est venu après. Parce que je me suis dit, ouais, je vais appeler ça lab, parce que je voulais pas que ce soit une compagnie de danse. Mais le lab était aussi un peu tendance à l'époque. Mais en fait, moi, j'ai créé le label Ocus, qui, à la base, c'était plutôt... j'étais honteux de créer des projets où je mettais mon nom. Maintenant, maintenant, à force, sur mes vidéos, je vais mettre Manu Di Martino, parce que je vois bien que c'est comme ça que ça se fait, et que surtout, le public ou les gens ont envie de savoir c'est quoi Ocus Lab, qu'est-ce qu'il y a derrière et qu'est-ce qu'il fait, c'est qui la personne. Donc je le place parce que c'est pertinent en fait. Moi au début, j'ai créé Ocus pour me cacher en fait, hein. C'était une façade. Et pourquoi tu voulais te cacher? Comme j'expliquais tout à l'heure, problème d'assumer les choses, quoi. Les projets arrivaient mais j'assumais pas en fait. Et aujourd'hui t'assumes vraiment? Ouais, maintenant j'assume pas, sinon je serais pas ici, hein. Est-ce que t'es fier d'avoir osé justement faire ce pas vers cette nouvelle vie, en fait? On peut appeler ça carrément une nouvelle vie. Non, je pense pas que je suis fier d'avoir fait ce pas-là, parce que comme j'explique, c'est un pote danseur à Bruxelles qui me dit « Mais Manu, on est contaminé par la plus belle des maladies ». Voilà, c'est un peu sa formule par rapport à l'art et à la danse et à cette obsession-là. Donc moi, je suis pas fier d'avoir passé le cap. J'ai pas eu le choix, quoi. C'est m'est tombé dessus. Donc non. Par contre, si je dois tirer en tout cas une certaine fierté, c'est d'avoir été résistant et d'avoir été malgré les grandes périodes de doute et les difficultés qui peuvent arriver. C'est d'avoir été persévérant et d'avoir chaque fois un peu remis à pied à l'étrier, repartir sur une nouvelle dynamique en fait, et accepter ce système de vie qui est très up and down en fait. Voilà, c'est le seul truc, je trouve ça. Ouais, je suis assez content d'avoir eu les épaules et je pense que ça m'a renforcé en tant que personne aussi. Oui, et finalement tu te dis plus artiste qu'entrepreneur, mais il y a vraiment un parallèle aussi avec ça, parce que la vie d'entrepreneur, c'est aussi justement des hauts et des bas non-stop, faire face aux difficultés. Ça se rapproche. Ouais, et encore ce concept d'être entrepreneur, je ne l'intègre que depuis peu en fait. Avant ça, oui, j'essaie de gagner ma vie avec l'art, mais j'ai pas cette vision entrepreneuriale des choses. C'est depuis justement que j'intègre entre guillemets le milieu des tech, le milieu du digital, du numérique, des startups. Moi, je pense que c'est à partir de 2014, j'intègre le Cluster Twist. Qui est ? Le Cluster Twist, c'est le regroupement wallon des technologies de l'image, en fait, des sociétés des technologies de l'image. Et donc, c'est vrai que ça m'a beaucoup servi d'un point de vue en termes de mentalité. Ça veut dire que dans le milieu artistique, on a des égos qui sont quand même... on va pas se le cacher, quoi. On a des égos quand même qui sont bien là. Et je me suis rendu compte que dans le milieu des startups et des entrepreneurs innovants, entre guillemets, finalement, j'ai appris le concept de co-compétition. Ça veut dire qu'en gros, on va pas mettre notre ego dans les échecs ou dans les réussites. Ça veut dire, si on a un échec ou si on a un concurrent qui prend un marché, c'est pas très grave, on va devenir collaborateur limite 6 mois après. Que dans le milieu, dans le milieu chorégraphique, théâtral, etc., les égos sont un peu placés de façon un petit peu plus dure, je pense quand même. Voilà. Et comment tu l'expliques ? Est-ce que tu sais l'expliquer, en fait, déjà ? Ouais, je pense que c'est déjà peut-être historique et culturel. L'artiste, c'est son nom, c'est son œuvre, c'est sa création, c'est sa vision à lui. Par exemple, en termes de vocabulaire, dans le milieu du digital, même dans le milieu du digital créatif et artistique, on va parler d'expérience. Moi, ça me correspond beaucoup plus. Dans le milieu du théâtre, dans le milieu des arts plastiques, dans le milieu de la danse, on va parler d'œuvres. Un artiste crée une œuvre. Donc c'est A. Tandis que dans le milieu digital, c'est peut-être une équipe ou même un créatif qui va créer une expérience pour plus de personnes. Donc il y a quand même un genre de truc qui est quand même différent. Alors l'expliquer pourquoi, je ne saurais pas dire. Mais toi, du coup, ouais, tu es à l'intersection entre plusieurs domaines, plusieurs secteurs. Est-ce que tu as senti une évolution comme ça au fil de ta carrière ? C'est plus facile de croiser différents milieux aujourd'hui que quand tu as commencé ? Ah oui, non, mais rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir pour l'instant. Même si j'ai encore beaucoup de travail, je sens que finalement... je pense que j'arrive peut-être à une certaine maturité en termes d'hybridation, mais surtout, j'arrive à la bonne époque. Je pense qu'il y a peut-être 15 ans d'ici...
Par exemple, ils ont créé à Liège le festival Impact, qui est un festival art, sciences, nouvelles technologies, mais je pense que ça il y a 15 ans, n'existait pas, en fait. Ce rapport entre l'art et la science, ça arrive dans le milieu artistique et contemporain, quoi. Donc, je trouve ça génial. Et effectivement, je pense que j'arrive à une bonne conjoncture, en fait, par rapport à ça. Et maintenant, moi, je me sens assez bien partout, quoi, en fait. Mais je pense qu'aussi parce que je pense qu'au début, moi, j'avais pas cette phase où j'ai appris la danse pendant 10 ans, j'étais bon, et puis après, je rentre dans un processus de création et de composition. Non, moi, je faisais de la composition, même si j'étais pas bon techniquement. Ouais. Donc les deux, mais ça, c'est typiquement, c'est propre à la culture urbaine. Ça veut dire que il n'y a pas de différenciation entre la phase d'apprentissage technique et la phase d'expression. Par exemple, il y a le système de cercle, mais même si on est un danseur débutant, on doit rentrer dans le cercle pour s'exprimer. Donc moi, j'ai toujours fonctionné un peu comme ça, et je pense que maintenant, j'arrive à un moment où finalement, je gère quand même bien mes outils, mon vocabulaire et ma manière d'associer les choses, en fait. Et tu as l'impression de contribuer à ta petite échelle à ce décloisonnement, justement, entre art, sciences, technologie, innovation? Alors ça, est-ce que finalement, ce que je fais a un impact sur les autres? Je ne me suis jamais vraiment posé la question. Enfin, pas en termes de créateur d'expérience multimédia, entre guillemets. Je me suis plutôt interrogé sur mon rôle de pédagogue quand je donnais cours. Est-ce que je suis profitable aux élèves ou non? Qu'est-ce qu'ils deviennent? Comment ils évoluent? Mais sinon, non. Est-ce que moi, mes projets créatifs et mes compositions, si ça plaît, ça plaît. Pour l'instant, en tout cas, c'est vraiment une démarche, entre guillemets, qui est purement égocentrée, dans le sens où je dois le faire et puis c'est tout. Mais après, ça doit plaire aux autres également, en fait. Et il faut qu'il y ait des interlocuteurs qui se disent « Ah, mais c'est chouette, en fait. » C'est ça qui doit être difficile, parce que tu fais un truc dont tu ressens un besoin de le faire, mais après, justement, pour que ça tourne, entre guillemets, pour que on t'appelle aussi, que des organismes t'appellent justement pour présenter ton expérience, j'ai du mal à l'exprimer, mais du coup, il y a le côté, il faut que je crée, mais il faut que ça marche aussi. Ça doit être un peu difficile aussi, un peu schizophrénique de fonctionner... Ouais, alors schizophrénique, je pense que c'est le bon mot, vraiment. C'est quoi qu'il arrive. Je pense que déjà, le milieu artistique est déjà schizophrénique, je pense, de nature. Après, je sais pas si je vais répondre à la question clairement, mais moi, je pense qu'avec le temps, j'ai appris à écouter les signes. Ouais. C'est-à-dire à me dire... Alors, j'ai eu tendance parfois à vouloir forcer et enfoncer les portes, quoi qu'il arrive, et être déterminé. Et puis à force, je me suis dit, non, écoute les signes. Si ça passe pas dans tel secteur ou si ça plaît pas, c'est pas le moment, en fait. Et j'ai appris aussi à travailler sur la notion du temps. À se dire, OK, il y a une idée, un concept que tu kiffes, que tu as envie de faire. Fais-le, expérimente, montre-le. Et puis, peut-être que ça va prendre 5 ans pour le faire, en fait. Ah oui. Donc voilà, et c'est le cas. En général, là, j'ai un projet qui vient d'être... j'ai une commande de l'Opéra de Liège, c'est le projet Opus Pendulum. Donc, j'ai 2 projets pour le moment, un projet 3D et virtuel, et un projet de performance où c'est moi qui suis sur scène, avec des lampes de poche et de la projection vidéo. Et ce projet-là, je pense que j'ai commencé à jouer avec des lampes de poche en 2011 pour faire de la photographie. En 2018, je me suis dit, je vais peut-être essayer de faire une vidéo avec. Et puis, c'est le MUDAM, Musée d'art contemporain du Luxembourg, pour la nuit des musées, qui me passe une commande. Je dis, je vais tester cette dynamique-là qui marche pas trop mal. Puis, il y a le Covid qui arrive. Et là, on est en 2023. Et entre guillemets, le projet, il commence à démarrer maintenant avec une commande de l'Opéra de Liège. J'ai participé à la nuit des musées qui était à la Biennale de la danse à Mons et ça a super bien marché. Donc finalement, projet où j'ai commencé à jouer avec des lampes de poche en 2011, où j'ai fait un premier test de performance en 2018. Finalement, c'est maintenant en 2023 où le truc, il se passe relativement bien, il plaît et je sais qu'il va avoir de l'avenir, en fait. C'est-à-dire qu'il a fallu 12 ans finalement, alors que... Mais je pense que ça a marché parce que c'est le conseil que je donnerais s'il y a des personnes qui écoutent, qui se demandent, tiens, on est dans un milieu artistique, créatif ou même d'innovation. Moi, je dirais, soyez très, très, très attentifs aux signes. Quand je dis aux signes, c'est ne serait-ce que le regard interpellé de quelqu'un, un conseil que parfois on n'entend pas, une critique. Je pense qu'il faut avoir une bonne balance entre être très déterminé
Mais d'un autre côté, être aussi extrêmement attentif à tous les signes qui peuvent se passer autour. Ah ouais. Et il faut accepter que les choses peuvent prendre du temps. Ah ben, j'en parlais à ma fille, je parlais de ma fille, deuxième dédicace à ma fille. Ce que je lui disais, moi, ce que m'a appris la vie et surtout le parcours d'artiste, c'est la patience. Si tu n'as, la patience est la mère de toutes les vertus. Je crois que c'est la plus grosse leçon dans ma vie, c'est de dire, j'ai voulu être impatient, c'est ce qui m'a coûté le plus cher. Vraiment, c'est la patience. Ouais. Et comment tu construis aujourd'hui tes projets? Enfin, est-ce que du coup, tu es complètement seul? Par exemple, ici, pour les 2 commandes que tu as, tu construis ça tout seul ou tu as une aide externe? Alors, pour le projet 3D, je travaille tout seul. Pour la composition, la création et l'idée de base, mais je suis aidé avec des compétences et aussi une structure qui va servir de producteur, qui est Poulpio, on en parlait tout à l'heure, avec Hervé Verloz, que je salue, qui est un studio bruxellois. Et en fait, voilà, le projet, il a démarré où je suis allé faire de la motion capture chez eux pour un essai, mais sur un autre appel à projet. On a fait de la motion capture et puis finalement, après coup, j'ai utilisé ces signaux de motion capture-là pour faire mon écolage en 3D. Et le projet, il a démarré comme ça, en fait. Donc, par la force des choses, Poulpio et Hervé Verloz sont devenus un peu mes associés et pour devenir les producteurs du projet, en fait. Donc voilà, ça, c'est pour le premier projet. Le deuxième projet, c'est Hocus Pendulum. Là, c'est un projet solo que je gère de A à Z, de la chorégraphie à la performance, à la vidéo. Et pour l'instant, justement, je suis en train de travailler sur une version à plusieurs danseurs. Et justement, l'Opéra de Liège, c'était pour les Journées du patrimoine que cette commande-là est arrivée. J'ai pu commencer à faire un premier test avec 5 danseurs, en fait. Et là, moi, je ne danse pas, je suis à l'extérieur. Donc, en général, oui, j'ai des collaborations. Par exemple, de 2015 à 2018, j'ai travaillé avec 2 breakdancers, où là, j'avais besoin de danseurs. Enfin, j'avais besoin de danseurs. On a fait un match artistique. Et là, j'ai pu faire mon travail de chorégraphe extérieur au plateau avec des super danseurs, quoi. Je salue Fabio et Benoît, justement, tant qu'à faire. Trop chouette. T'as l'impression, tu parlais justement de la 3D et du motion capture, t'as l'impression que tu peux, toutes ces technologies comme ça qui se développent, ça te permet d'aller toujours un peu plus loin, ça te permet d'explorer encore plus? Alors la 3D, moi je me suis toujours dit un jour je vais foncer dans la 3D parce que en tant que chorégraphe, je me suis dit mais pourquoi? Comme j'expliquais tout à l'heure, moi j'ai un parcours scientifique. Ouais. Mon sujet de travail, c'était la mutation de l'ADN, donc le concept de mutation des organismes. Et quand je vois des danseurs, je suis tellement amoureux du mouvement que des fois je me dis mais pourquoi ces 2 danseurs-là, ils fusionnent pas pour faire un super 3e danseur? Pourquoi les danseurs n'ont que 2 bras, 2 jambes? Et donc il y avait tout cet imaginaire-là de voir des super danseurs. Et je me suis dit si je fais de la motion capture et que je commence à travailler dans tout le domaine de l'immersif, de la 3D, de la réalité virtuelle, je vais pouvoir créer des ballets, mais totalement impossibles. Et donc, c'est ce que j'ai commencé à faire il y a 1 an et demi, en apprenant par moi-même à utiliser un logiciel de modélisation 3D. Parce que je voulais pas faire un projet en équipe où moi j'allais être chorégraphe et j'allais travailler avec un modélisateur 3D. Je voulais avoir ce feeling, cette sensation et ce travail sur le mouvement dans un environnement immersif. Comme je dis, moi, en tout cas, mon objectif maintenant, au-delà de faire mon super ballet immersif en réalité virtuelle, c'est d'avoir la compétence d'être chorégraphe, performeur dans la vie réelle, mais de pouvoir faire aussi de la chorégraphie, de la composition de mouvements dans des logiciels de modélisation 3D. Voilà. C'est quoi ton processus créatif? Comment tu fonctionnes? Est-ce que tu as un processus déjà qui se répète, entre guillemets? J'associe souvent, pour moi, la création au sens large, comme la cuisine. Hein. Je veux dire, moi, par exemple, je vais très très peu regarder des spectacles de danse contemporaine, le minimum possible, juste les classiques pour savoir. Moi, ce qui m'inspire, c'est c'est comment il y a une fameuse émission sur Netflix, Chief Table. Ah, je connais pas. En fait, c'est une émission où il y a des chefs étoilés, mais assez atypiques et décalés, en fait, mais de très bon niveau. Et dans ça, c'est ma source d'inspiration. C'est la cuisine. Ah, c'est marrant. Parce que, eux, en fait, ce qu'ils font, oui, ils ont une idée, mais ils n'ont pas tout le plat en tête. Ils vont peut-être travailler sur base d'ingrédients. Ils vont dire, voilà, moi, je veux associer tel ingrédient avec tel ingrédient. Donc, moi, en général, j'ai pas spécialement
une idée extrêmement claire au début. J'ai plutôt une intuition qui me dit, si tu mélanges du papier aluminium avec une lampe de poche, une table Ikea et des lampes de poche dans la table Ikea, tu vas peut-être créer un truc super. J'ai une de mes photos comme ça que j'ai fait en 2011, qui est basée sur du light painting et de la longue pose. Et en fait, j'ai utilisé, c'est marrant à expliquer, mais j'ai utilisé du papier aluminium, une table Ikea qui est trouée, et j'ai joué avec des lampes de poche en longue pose, et ça fait un genre d'explosion d'un building, en fait. Mais pour moi, l'idée n'était pas ce que j'allais obtenir, mais je me dis, si j'associe ces éléments-là, je pense qu'on va trouver un truc qui est super sympa quand même. Excellent. Ouais, donc c'est tester, quoi. Ouais, c'est tester et c'est surtout partir, je pense, sur des ingrédients de base. Me dire, tiens, moi j'ai conçu, j'ai un de mes projets qui est plutôt, je vais pas dire art plastique, mais c'est un écran, j'appelle ça un écran décomposé. Donc en fait, j'ai accroché des feuilles de papier A4 sur des fils de nylon. Et j'en ai fait un nuage de papier. Mais dans ma conception, ce nuage de papier-là, c'était un élément scénographique sur lequel j'allais projeter de la vidéo, mais dans lequel le danseur pouvait rentrer également. C'est-à-dire que quand j'ai conçu le nuage de papier, je me suis dit, je voudrais trouver un élément dans lequel et la vidéo et le danseur peuvent interagir physiquement. Et je me dis, je vais faire un nuage de papier, par exemple. Et le papier, par exemple, était une de mes obsessions qui est restée tout au long de mes projets, par exemple. Ouais, c'était super beau, super esthétique. Et donc, peut-être que je me suis dit, en faisant une psychanalyse de comptoir, c'est peut-être que j'ai pris trop de notes quand j'étais à l'UNIF et que j'ai perdu, en fait, mes feuilles en cours de route. C'est peut-être ça, voilà. Et quels sont tes prochains projets? Le projet Hocus Pendulum avec les lampes de poche. Et le projet 3D, qui encore une fois, j'ai été télescopé dans un village. Là, on a été sélectionné, mais pour une version prototype, on a été sélectionné à la Biennale de Venise. Alors que moi, d'un an et demi avant, je télécharge un tutoriel pour apprendre à faire de la 3D. Donc en fait, ce projet 3D-là, avec lequel on est parti à la Biennale de Venise, et on a reçu aussi une bourse européenne pour ce projet-là, pour sortir un prototype. Mais c'est mes travaux d'étudiants. Et c'est parce que, justement, Hervé et Poulpio m'ont dit, non, mais le rendu, il est pas mal de tes exercices d'étudiants. Moi, je pense qu'on va en faire un projet, quoi. Donc voilà, un petit peu, je vais foncer à fond sur ces deux projets-là, en fait. Et puis voilà. Génial. Et je vais te poser la toute dernière question. Oui. Qu'est-ce que tu aimerais oser faire et que tu n'as pas encore fait? Je peux réfléchir 30 secondes? Oui, bien sûr. Et ça peut être dans tous les domaines. Ah oui. Privé, professionnel. Non, je pense que j'ai tout osé faire. Ou en tout cas, il y a d'autres choses. Ou alors, il y a beaucoup de choses que j'ai pas osé faire, mais la liste est peut-être trop longue, en fait, et je le ferai dans le futur ou pas, en fait. Mais il n'y a pas du tout un truc où je me suis dit, ça, il faut que je le fasse absolument, en fait. Voilà, quand tu as une idée, tu l'as fait. Tout est en cours. Trop bien. Merci beaucoup. Merci à toi et c'était un plaisir. Merci Manu d'avoir accepté mon invitation. Vous trouverez tous les liens pour le suivre dans les notes de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant commentaires et étoiles sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser pour écouter et à vous abonner à Compose sur tous les réseaux sociaux. Et puis, si vous voulez m'aider à développer ce projet, n'hésitez pas à le soutenir financièrement via Patreon. Compose est un podcast réalisé entièrement par moi, Julie Mouvet. Le générique a été produit par le talentueux Nucci. On se retrouve dans 2 semaines pour le dernier épisode de l'année.